Je remplace Bruno Robin au pied levé, que j'ai eu l'occasion de rejoindre et l'honneur de rejoindre il y a 5 ans pour travailler sur les sujets de fiducie. Il aurait beaucoup aimé être là avec nous. C'est indépendant de sa volonté. J'ai eu l'honneur de le rejoindre parce que c'est une matière passionnante. Il a été l'un des premiers à travailler sur les sujets de fiducie en tant qu'avocat fiduciaire, avec Didier Poulmer, avec Bruno Berger-Perrin, et il faut leur rendre hommage parce que c'est une matière nouvelle. Il faut avoir le courage de s'y lancer, et au début c'était pas facile, les textes n'étaient pas précis, les assurances pour les avocats fiduciaires étaient difficiles à trouver, et je le remercie de m'avoir permis de travailler sur cette matière. Alors, aujourd'hui, la fiducie, il y a un colloque sur les fiducies à peu près tous les ans. Aujourd'hui, elle a 12 ans. C'est assez peu à l'échelle de notre histoire juridique, mais c'est déjà assez pour faire un état des lieux. Et ce qu'on constate, c'est que les gens se sont jetés littéralement sur la fiducie sûreté, et ils ont un peu délaissé la fiducie gestion. Alors on trouve des fiducies sûreté partout, notamment dans les restructurations d'entreprises en difficulté, dès qu'elle a été lancée dans l'affaire Petroplus, et puis encore récemment dans la soudaine défaillance de William Sorin. Alors, pourquoi cet engouement? Je pense que ce sera plutôt l'intervention de Marie Escher d'Equitis, mais ce qu'on peut dire, c'est que la fiducie, on l'utilise pour pallier la faiblesse des sûretés, et on peut espérer qu'avec les réformes à venir des sûretés, et notamment de la facilité de pouvoir les réaliser en cas de défaut, peut-être que nous utiliserons moins de fiducie sûreté et qu'on se concentrera plus sur les fiducies gestion. Alors si j'aborde cette question de la fiducie sûreté, c'est pour montrer à quel point elle domine aujourd'hui. La fiducie gestion, on n'a pas de chiffres précis, il n'y a pas de chiffres publics sur les fiducies, mais si on prend les nôtres sur la 50aine de fiducies qu'on a constituées, 20% seulement sont des fiducies gestion, le reste sont des fiducies sûreté. Et dans les fiducies sûreté, 90% c'est en procédure amiable ou collective. Donc c'est vraiment dans des situations distress où la société est en grande difficulté, où il n'y a pas d'autre solution. Donc ce qu'on peut regretter, c'est que cette institution fiduciaire qui a mis énormément de temps à revenir dans notre droit soit utilisée que dans des situations de crise et ne soit pas utilisée pour organiser une gestion de patrimoine qui est quand même son but premier et qui est aussi le but premier des systèmes étrangers, comme le trust. Je pense que c'est une erreur, mais les choses évoluent. La chancellerie consulte les professionnels. Pierre Croc, notamment, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, en faisait partie et militait pour un développement de la fiducie gestion. Donc, le but de cette intervention, c'est de démontrer qu'en attendant une évolution législative qui permettrait plus de fiducie gestion, et notamment la levée des fiducies libéralités, on peut quand même faire des fiducies gestion, et on peut faire aussi des fiducies transmission. Alors, d'abord, il faut savoir ce qu'on met dans la fiducie gestion, parce qu'on associe beaucoup trop fiducie gestion, fiducie transmission de patrimoine. Or, aujourd'hui, dans la plupart des fiducies, il y a des missions de gestion. Ce que nous, on appelle des fiducies hybrides, où, en fin de compte, on garantit un engagement, mais on met quand même des missions, on confie des missions aux fiduciaires. Et c'est très important parce que ça démontre, au passage, que les parties, ce qu'elles cherchent, certes, dans une fiducie sûreté, c'est à garantir le respect d'obligations, mais c'est aussi à confier à un tiers de confiance certaines missions. Et on s'appuie sur ses compétences et son indépendance. Je donnerai un exemple rapide et un peu plus long sur un financement d'une entreprise en difficulté, mais qui est très proche d'une fiducie gestion. Par exemple, quand on voit pas mal de fiducies qui sécurisent des PSE. Quand on sécurise un PSE, que ce soit le cédant qui prenne l'engagement ou le repreneur, certes, on cherche à garantir un engagement, donc c'est bien une fiducie sûreté. Mais en même temps, on gère des fonds. On est en relation avec les instances représentatives du personnel, avec l'agent de calcul. On place les fonds, on verse les fonds, on vérifie que les documents soumis par les salariés permettent effectivement de désintéresser les salariés au titre du PSE. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une fiducie sûreté et une fiducie gestion. Et je voudrais vous parler d'un cas qu'on a mis en place qui est vraiment symptomatique de ce phénomène où on retrouve les deux, la fiducie gestion et la fiducie sûreté, si on peut. Voilà, c'est ce schéma-là qu'on a essayé de simplifier. Donc, c'est une biotech dotée d'un portefeuille de médicaments, biotech cotée, avec un portefeuille de médicaments avec une forte visibilité sur les revenus futurs, mais à court de cash. Et puis, comme toujours, les biotech, elles sont en recherche permanente de liquidité pour développer des nouveaux produits. L'actionnariat vient nous voir et refuse tout financement dilutif parce que l'actionnariat est déjà tellement éparpillé qu'il n'y a même plus assez d'actionnaires de référence et qu'ils ont du mal à tenir leurs AG. Alors, les fonds d'investissement sont intéressés
mais aux États-Unis, c'est très facile, il suffit de monétiser des brevets, il y a des systèmes pour ça. En France, la cession de créances étant interdite à cause du monopole bancaire entre deux sociétés, ils pensent à la fiducie. Pour mettre en place cette fiducie, donc on a émis, donc la biotech a émis des obligations à très faible valeur nominale et assorties en fait d'une prime de remboursement non déterminée mais déterminable, égale au paiement à recevoir des redevances. Donc il y avait une sorte de partage de risque. Celui qui finançait savait très bien qu'il ne pouvait peut-être pas récupérer l'intégralité de sa créance, mais il savait qu'il pouvait gagner beaucoup plus. Et donc la biotech a apporté en fiducie les créances détenues sur le distributeur de médicaments et aussi les créances qui résulteraient de dommages et intérêts suite à des contentieuses qui arrivent fréquemment en matière de brevets. Et nous, en tant que fiduciaire, on a eu la charge de recouvrer, on a toujours la charge d'ailleurs, de recouvrer ces créances, de gérer les fonds qu'on recevait, puis de rembourser, comme indiqué au contrat, la dette obligataire. C'est vraiment ce type de schéma qui est le plus souvent reproduit dans nos fiducies, où on voit bien qu'il y a à la fois de la sûreté et de la gestion. Alors, à côté de ces fiducies hybrides, il existe quand même des fiducies de pure gestion. On la distingue entre deux catégories. C'est la fiducie gestion qui empêche les franchissements de seuil réglementaires et puis la fiducie gestion qu'on utilise dans les montages de sociétés. Pour les franchissements de seuil, ça peut par exemple être une fiducie boursière, fiducie concurrente. Je sais que nos confrères d'Equitis en font beaucoup. L'une des premières à avoir été mise en place, c'était la fiducie EuropaCorp, où le cofondateur avait souhaité se désengager, mais au moment où il souhaitait se désengager, le cours de bourse n'était pas favorable. Il a donc mis ses titres en fiducie, il ne donnait plus d'instructions, il ne votait plus, et puis le fiduciaire avait vocation à vendre les titres lorsque le cours serait plus favorable. Alors dans ces hypothèses, pour franchir le seuil critique visé, que ce soit une fiducie boursière ou une fiducie concurrence, il faut absolument que le constituant perde tout contrôle sur la fiducie. Il y a une perte effective du contrôle pour qu'il y ait une parfaite étanchéité. Donc dans ce cas-là, soit c'est le fiduciaire qui décide ce qui est opportun, soit le fiduciaire choisit un mandataire pour voter, mais pour que, par exemple, l'AMF décide qu'il y a une baisse sous le seuil, bien entendu, il faut que le constituant n'ait plus d'influence. Ensuite, on met en place des fiducies gestion aussi donc dans l'ingénierie sociétaire. C'est par exemple le cas, on a créé une holding, une fiducie justement pour remplacer une holding. C'est beaucoup plus souple et plus confidentiel. Et un cas intéressant que nous étudions actuellement, qui rejoint la problématique que la biotech avait rencontrée, ce sont ces sociétés cotées qui, du fait de l'éparpillement de l'actionnariat, n'arrivent même pas à réunir le quorum nécessaire pour les réunions. C'est difficile à croire, mais les gens ne viennent pas, il y a trop de petits porteurs, les gens ne viennent pas aux AG, et sur première convocation, on n'y arrive pas. Parfois, il faut une deuxième, troisième convocation pour pouvoir prendre les décisions clés. Et on a imaginé de constituer une fiducie, pour le coup, purement à titre de gestion, dans laquelle on récupérait les titres des petits porteurs qui voudraient bien nous les donner, et on serait chargé d'aller voter aux AG conformément à leurs instructions, ou, à défaut, favorablement, ce qui éviterait de se retrouver avec une nouvelle difficulté, des petits porteurs qui ne nous donnent pas les instructions. Alors ça pose énormément de problèmes, et notamment un qui est très intéressant, et j'espère qu'il y aura une loi prochainement sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la mise en fiducie d'actions qui sont dans un PEA entraîne la clôture du PEA. C'est un peu embêtant parce que généralement, pour les sociétés cotées, et notamment toutes les petites entreprises, les gens placent les titres en PEA. Et Bercy, pour l'instant, nous dit, vous savez très bien que quand vous sortez quelque chose dans le PEA, il faut le remplacer. Notamment quand on vend des actions à terme, même si on perçoit le prix dans 3 ans, on impose de mettre le prix de cession intégral, quitte à emprunter, dans le PEA pour pas qu'il soit clôturé. Alors là, on a proposé à Bercy de mettre des certificats représentatifs des droits en fiducie, mais pour l'instant, c'est pas accepté. Donc je pense que ça passera forcément par une loi, mais petit à petit, à fur et à mesure que la fiducie gestion pénètre la vie des affaires, Bercy s'y adapte et je pense qu'on arrivera à trouver une solution. Alors j'en viens à la dernière catégorie qui est la fiducie transmission, qui est un type de fiducie gestion. Je m'en permets d'en parler puisque en plus ce sujet ne sera pas débattu aujourd'hui. C'est le sujet qui nous embête le plus parce qu'aujourd'hui il y a une prohibition des fiducies libéralité. Il est évident que
le législateur, dès 2007, a cherché à éviter ce type de fiducie. L'article 2013 du Code civil nous dit que le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public. Et le texte doit être complété par l'article 2028 qui dispose que la fiducie est révoquée de plein droit par le décès du constituant. Donc la fiducie ne peut pas aujourd'hui servir, en tout cas quand on lit la loi, en tant qu'outil de transmission patrimoniale. Et c'est dommage parce que c'est pourtant l'utilité traditionnelle de ce type de mécanisme et des trusts. Donc on se retrouve dans une situation dans laquelle, alors même que les rapports parlementaires avaient dit que la France était très en retard au niveau international, dans une situation dans laquelle cette prohibition conduit toujours des fortunes françaises à constituer des trusts au détriment de notre propre droit. Bon, ça va sûrement évoluer, les discussions avec la chancellerie avancent en ce sens, et même le rapport dès 2007, le rapport du député Xavier Deroux disait mieux vaut donc s'en tenir à une approche prudente et graduelle, quitte à envisager ultérieurement de nouveaux aménagements. Reconnaître les fiducies libéralités eût sans doute mis à mal l'ensemble des fondements du droit français des successions et libéralités. Donc ils étaient un peu craintifs et pour le moment ils n'ont pas accepté qu'on fasse des fiducies libéralités. Pour autant, ça reste possible en essayant de contourner avec des mécanismes qui peuvent apparaître un peu plus complexes. Pourquoi nous, on veut mettre l'accent en tant qu'avocat fiduciaire sur la fiduciation? C'est parce qu'on considère que la fiducie sûreté, c'est pas qu'elle est inutile aujourd'hui, elle rend service, mais pour sécuriser une créance, il suffit de renforcer les sûretés existantes. Alors que pour gérer un patrimoine, il n'y a pas d'outil plus idoine que la fiducie. On peut en effet mettre en avant, dans notre droit français, ce qui est un énorme avantage par rapport aux autres droits, le professionnalisme du fiduciaire qui, en France, ne peut être qu'un établissement de crédit, une société d'investissement, un avocat. Et le succès de la fiducie aujourd'hui en France tient beaucoup au sérieux du travail des fiduciaires et à la qualité du travail. On a la confiance des parties. Les autres avantages, ils sont nombreux. Il y a le transfert de propriété, on en a parlé, l'étanchéité du patrimoine d'affectation, la flexibilité de la convention fiduciaire, on y met strictement ce que l'on veut, l'étendue des pouvoirs du fiduciaire et enfin le traitement fiscal qui sera évoqué, qui est neutre. Et le traitement comptable également très encadré. Il n'y a aucun autre outil dans notre système juridique qui remplit toutes ces qualités. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler quand même sur les fiducies transmission malgré l'interdiction des fiducies libéralités, puisque si la fiducie ne peut pas être le véhicule d'une libéralité, elle peut en être l'objet. Et il y a deux grands axes de développement qui sont utilisés par les fiduciaires, c'est la donation avec charge de constituer une fiducie, ou alors la donation du contrat de fiducie lui-même. Et dans ces cas-là, on voit bien qu'on ne porte pas atteinte à l'interdiction de la fiducie libéralité, ni à la règle qui nous dit que la fiducie gestion disparaît en cas de décès du constituant. Les praticiens ne manquent pas d'imagination. Il y a eu pas mal de colloques ces derniers temps sur des sujets, et j'ai notamment vu le schéma imaginé par notre confrère Bruno Berger-Perrin sur le schéma qui associe fiducie et assurance vie, dans lequel la société civile, si j'ai bien compris, est désignée comme bénéficiaire d'une assurance vie. Une société civile est désignée comme bénéficiaire d'une assurance vie, à charge pour cette société civile, au décès de l'assuré, de constituer une fiducie, très schématiquement. Alors nous, et j'en finirai par là, on a imaginé un schéma un peu plus complexe, mais que tenait beaucoup à cœur à Bruno Robin, pour protéger une incapable majeure. Donc si on peut afficher le deuxième... Voilà, schéma très simplifié, mais pour comprendre, c'est un père qui était propriétaire d'une PME familiale importante, qu'il s'apprêtait à vendre plus de 100 millions d'euros. Il y avait deux enfants, dont une majeure incapable, et le père souhaitait lui garantir des subsides raisonnables et contrôlés sur le long terme pour son confort de vie, et également pour lui prodiguer des soins. Et il se trouve qu'il était un peu inquiet par l'entourage de sa fille et de l'utilisation qu'elle pourrait faire des fonds s'il y avait une simple donation. Alors la solution qui a été apportée, c'est une donation des titres donc, de l'entreprise qui allait être cédée avec charge d'apporter en société civile pour que cette société civile holding les apporte elle-même en fiducie. Donc à ce moment-là survient quand même tout de suite une deuxième difficulté, c'est comment se protéger contre la remise en cause de la fiducie
par l'enfant donataire qui est associé de la première société civile. Donc pour cela, nous avons créé une golden share, une part de préférence au niveau de la société civile 1, et le vote du titulaire de cette part de préférence est incontournable pour résilier la fiducie, prononcer la dissolution de la société ou encore aliéner un actif. Et à chaque fois, on rencontrait une difficulté dans le montage. Troisième difficulté, qu'est-ce qu'on fait au décès du père qui détient cette golden share? Cette golden share, on l'a démembrée. L'usufruit a été donné au père et la nue propriété à un tiers de confiance. Oui, mais si le tiers de confiance décède, qu'est-ce qu'on fait? La tiers de confiance, c'est une société, donc elle ne peut pas disparaître. Donc, à chaque fois, on a trouvé une solution, mais c'est vrai que ça a complexifié le mécanisme. Ainsi, au décès du père qui était usufruitier, le tiers de confiance va récupérer la pleine propriété de la part de préférence et la société va se poursuivre. Et c'est là qu'à quelques semaines de la signature du contrat de fiducie, on pense à une énième difficulté. Oui, mais que faire du droit de retrait d'ordre public dans une société civile? Parce que si la fille arrive à être influencée et demande le retrait de toute la valeur départ de la société civile, la fiducie ne sert plus à rien. Alors, on a utilisé la jurisprudence, et c'est peut-être le vrai sujet, on a utilisé une jurisprudence qui autorise à limiter ce droit de retrait. Donc on a prévu déjà une durée de carence de 10 ans pendant laquelle on ne pouvait pas faire de retrait du tout, puis un préavis de 12 mois, puis de retrait limité par tranche de 10%. On ne sait pas si ça marchera, mais c'est peut-être le seul écueil de ce montage. Alors c'est très complexe, mais ça fonctionne. Mais ça démontre une chose, c'est que si on nous autorisait de faire des fiducies libéralité, on n'aurait peut-être pas besoin de mettre en place tout ce montage. Et je finirai par dire, il y a 2 ans, on a fait un colloque avec le professeur François Barrière, et cette question avait été posée en ces termes: faut-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? On nous avait répondu plutôt à moitié plein. Moi je dirais plutôt à moitié vide, parce que je trouve ça dommage qu'on nous freine et que la loi ait interdit cette fiducie libéralité. Il ne faut pas oublier qu'on est au service d'une clientèle. Ce type de montage, il est permis parce qu'il y avait un patrimoine de 100 millions d'euros, parce que la personne était inventive aussi, nous a laissé notre chance, nous a laissé errer, tâtonner. Le montage a mis 1 an à être construit. Il a fallu convaincre les notaires, les conseillers en gestion de patrimoine, ce qui n'est pas toujours évident, il y a des réticences. Et ce ne sont pas des solutions qui sont aujourd'hui, qui peuvent être implémentées pour des patrimoines plus faibles. Donc, tout en remerciant les constituants qui nous ont fait confiance, il est vrai que la levée des dernières barrières législatives et réglementaires pourrait, je pense, assurer pleinement le potentiel formidable de l'outil qu'est la fiducie. Voilà.